Lors de la 11e semaine philosophique de Kinshasa, qui avait pour thème philosophie africaine face aux libérations religieuses, un constat amer a été porté à la connaissance de tous. Notre peuple se trouve dans un état d'aliénation avancé, et cela dans tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie. Depuis 1988, l'année de cette constatation, jusqu'à ce 21e siècle naissant, cet état d'aliénation s'est empiré encore davantage avec comme preuve la profanation de la RDC par un étranger à la tête du pays. Quelle désolation, ô Dieu Père! Ainsi, il est question de la fatalité congolaise. Mobutu n'avait-il pas raison? Après moi viendra le déluge. Acceptant cette prophétie, elle s'est révélée juste. Et d'ailleurs, l'ange des ténèbres peut revêtir de la lumière, confère la Bible. La garde rapprochée de cet individu X au pouvoir à Kinshasa, j'emploie ici de la métaphore pour ne pas dire ses amis, veulent nous faire croire que les élections de 2011 étaient un problème linguistique. Ce n'est pas le cas. Le concept joëliphone ne trouve pas sa place dans ces débats des élections générales, car notre peuple forme un tout. En plus, personne n'a droit à l'échec, là où même Mobutu a réussi, à savoir l'unité nationale du peuple congolais. Les comportements de cette garde rapprochée, qui inclut certains députés et sénateurs, relèvent d'un crime contre l'humanité, car ils ont enfin gagné le pari d'instituer les scrutins présidentiels à tour unique dans un pays de plus de 70 millions d'habitants, et cela compte toujours en révisant la Constitution. Cette bande d'escrocs au pouvoir en Kinshasa a remporté une bataille, mais la guerre sera rude cette fois-ci. Chers compatriotes et chers amis, il m'est nécessaire de vous rappeler les travaux philosophiques de Kinshasa. Cela me permet de crier haut et fort notre stratégie de boycotter les sommets de l'Organisation internationale de la francophonie en 2012. C'est absurde de la part de cette organisation d'attribuer ce sommet aux dictateurs dont les mains sont remplies de sang. Les rapports mapping de l'ONU en octobre dernier nous le démontrent clairement. J'y reviendrai encore plus tard. Étant donné que la force d'un peuple est avant tout spirituelle, je vous invite à partager avec moi ces passages des Écritures saintes tirés des Proverbes 28, 2. Lorsqu'un peuple est en révolte, nombreux sont des princes. Mais la Bible nous rassure dans la deuxième partie suivant ces termes. Mais avec un homme intelligent, la stabilité règne. Ainsi, vouloir ou pas, notre cause est juste et notre mission est de lutter contre ce système politique mafieux et surtout d'occupation. Chers amis et distingués invités, je tiens à vous rappeler que l'homme fort de Kinshasa est arrivé pour la première fois dans notre pays en qualité de Kadogo en 1997. C'est le devoir de l'histoire qui est immuable. Et maintenant, il y a deux enjeux qui préoccupent actuellement les Congolais. Premièrement, l'aspect politique, tandis que le second enjeu est humain et social. Le Congo doit retrouver sa place dans le concert des nations. L'enjeu politique nous intéresse plus, car 2011 est l'année des élections générales, en principe au pays de Lumumba, pour bien dire. Le quotidien Le Monde du 4 novembre 2010 met en exergue un auteur hors du commun, ce M. Samuel Solvit, qui est l'auteur de RDC, Rêve ou Illusion, aux éditions L'Harmattan 2009. Selon ce journal qui a titré « Quel avenir pour le Congo ?», nous pouvons lire ceci. Le Congo est dans le haut du classement des États en échec, dit Failly. Le constat est identique depuis au moins 10 ans dans la majorité des classements des think tanks, ONG ou organisations internationales. Pour de nombreux observateurs, les ressources naturelles sont au cœur de cette situation. Fin de citation. Que faire pour sortir de cette fatalité? Que faire pour surmonter ce chaos? Le Congo doit trouver un sens à sa reconstruction pour elle-même et par elle-même. Ce pays doit se créer autant que s'approprier sa chose publique, c'est-à-dire sa raison d'être, son orientation, sa structure, et j'en passe. Seuls les Congolais peuvent l'entreprendre. Parlant de l'aspect humain et social,
Mon analyse sur la société congolaise tirée de mon livre suffit pour mettre une puce à l'oreille de ceux d'entre nous qui dorment encore. En voici un extrait du chapitre 6 du Réveil pentecôtiste dans le monde et au Congo. Pouvoir et religion, une relation ambiguë. Paris aux éditions Afrique Nouvelle, Monde Nouveau en 2010. Et c'est mon éditeur qui est ici présent. Merci. Le Congo-Kinshasa manque encore d'ossature étatique. Le délabrement des infrastructures routières est total au niveau maritime, aérien et terrestre. Les tissus sociaux se détériorent davantage. Les problèmes d'eau potable et le manque d'électricité s'ajoutent à la litanie des mots congolais, alimentés nuit et jour par des cris et des slogans vulgaires, des lots de danse vulgaires, mis en scène par les orchestres vulgaires de Kinshasa. Voilà les diagnostics de l'ensemble de la société congolaise qui fait état d'une aliénation au plus haut degré. La politique est un problème social, a dit le professeur Kitikila, car elle concerne tout le monde. Elle est le lien nécessaire à partir duquel se fixe tout ce qui détermine la vie d'un peuple. La politique, dans son essence, est universelle, c'est-à-dire humaine et laïque, et s'occupe de tout homme. Pour paraphraser ces professeurs déjà cités, nous disons encore, face à la politique, la libération de l'homme n'est pas synonyme d'isoler celui qui est libéré, car l'homme est un être social. Ainsi, chaque activité devrait être décidée par la politique. La formation des jeunes, le prix du pain, les soins médicaux, le prix du taxi et j'en passe. Qu'il s'agisse de la politique au sens où l'individu décide personnellement de sa manière d'être, ou qu'il s'agisse de la politique au sens général, elle détermine dans chaque cas les aspects du comportement de chacun. Donc, la politique s'occupe de tout le monde. Ainsi, l'apport économique pour un bien-être social du citoyen fait partie des soucis du pouvoir et cela devrait s'accomplir dans la justice. Son manque renvoie les citoyens à l'oppression physique. Citons le cas de Floribert Chebeya, Armand Tungulu, parmi tant d'autres. Ce manque renvoie aussi à l'oppression morale et psychologique. Citons le cas du pasteur Coutinho et de l'opposant Gabriel Mokia. Notons bien, les nécessités ont une histoire inhumaine. Même s'ils croient en Dieu, dans le cas du Congo, Dieu a beau croire en eux. Une libération religieuse qui n'est pas accompagnée des interférences économiques et sociales deviendrait une utopie au sens négatif du mot. Parlons à présent de cette libération religieuse. Quelle attitude prendre face à ces gouvernements de corrompus à l'instar de Lambert Mende et de son raïs? Le langage religieux est souvent sujet à caution. La religion chrétienne enseigne que toute autorité vient de Dieu. Mais tout pouvoir, si humain soit-il, ne vient pas de Dieu. Et surtout pas celui de l'occupant rwandais actuel qui s'avère être le commandant Tutsi Hippolyte Kanambe. Les choses sont simples à analyser et à comprendre. Lorsqu'un pouvoir vient de Dieu, Dieu dispose ou confère au peuple une vie digne et honorable. Mais dans le cas du Congo, c'est le contraire. À l'intention du soi-disant pasteur Daniel Ngoy Moulanda, président de CENI, que nous accusons de prise illégale d'intérêt en acceptant de participer activement dans cette mascarade électorale édition 2011, nous disons encore ce qui suit. Cher berger, avez-vous déjà pensé au dur labeur ou à la misère de vos brebis? Mais aujourd'hui, nous savons que l'aliénation religieuse est un fait réel qui existe au Congo. Sinon, on ne comprend pas l'écart, la dichotomie qu'on rencontre souvent aujourd'hui entre la ferveur religieuse dans le lieu de culte de plus en plus nombreux et un certain comportement profane et immoral au sein de cette même société. Cela doit nous interpeller. Un regard particulier à présent à la communauté internationale, d'autant plus que le XXIe siècle nous oblige à converger vers un village global. L'Union européenne a survécu durant 2010 une année de crise sans précédent et déjà 2011 s'annonce très chargée en termes de budget. L'histoire retiendra que la Grèce et l'Irlande furent sauvées et en outre la création d'un fonds de stabilisation de la zone euro, nous nous posons la question de savoir où en sommes-nous avec les promesses de l'ex-député européen Louis Michel. Trouvent-elles encore leur fondement aujourd'hui?
Ces derniers, en visite à Kinshasa en ce début de l'année, a osé dire à la presse nationale avoir rassuré ces petits leaders africains du soutien de la communauté internationale à l'organisation des prochaines élections au Congo. À propos de la MONUSCO, la mission onusienne au Congo, nous rappelons qu'il s'agit du plus grand contingent militaire dans l'histoire de cette organisation qui, selon les politologues Foué Dianguitoukwa, donc mon éditeur, a besoin d'être réformé. L'ONU a besoin d'être réformé. À vrai dire, depuis 2002, cette mission devrait en principe quitter les sols congolais et d'ailleurs, il y a eu génocide sous leurs yeux. Nous demandons à l'ONU ou aux Occidentaux de faire en sorte que la dite mission MONUSCO puisse quitter les sols congolais, terre de nos ancêtres, dans les plus brefs délais. Dans le même ordre d'idées, nous nous tournons vers M. Louis Moreno Ocampo, procureur de la Cour pénale internationale. Chers bons samaritains, le rapport mapping de l'ONU pour le Congo relève de votre juridiction. N'est-ce pas qu'en lieu et place de vous attarder sur des mesures dissuasives à l'égard de M. Charles de Blé-Goudé, n'auriez-vous pas un esprit d'humanité pour donner une suite juridique à ce travail de longue haleine pour ainsi condamner les auteurs et planificateurs de ces crimes? La survie de tout un peuple en dépend. À cet effet, je vous rappelle que si un tribunal spécial pour le Congo n'est pas créé, les assassins de ce peuple, à savoir les grands de ce monde, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, la France et l'Angleterre, les extrémistes Tutsi, Kagame, Kunda et Kanambe, et leurs collaborateurs illustrés ici par l'individu Mende ne seront ni inquiétés ni poursuivis et plus encore pas jugés. Pour finir, je voudrais vous présenter une approche née d'une observation des interrogations quotidiennes et répétées de la vie de l'homme et de la liberté. En effet, de cette observation, j'en ai tiré une réalité fondamentale. Sur la liberté thématique qui nous intéresse, j'ajoute encore ceci. La liberté n'est pas seulement celle que les autres me doivent, elle est essentiellement celle que moi, individu, homme qui prétend être libre, je dois donner aux autres. Cela revient à dire, je ne peux être libre que si mon entourage lui aussi vit dans une liberté honorable. Ainsi, pour cette année 2011, qui est pour nous tous très décisive, donc importante, voici notre vision et par conséquent nos résolutions. Point 1. L'appropriation de ces pays par un comité d'élite congolaise de la diaspora. Il s'agit d'une mise en tutelle temporaire qui sert à combler le vide juridique du pouvoir au Congo, car rien n'assure jusqu'à présent la tenue des élections libres et démocratiques, donc transparentes, au cours de cette année. Point 2. Le recensement national et international de tous les fils du pays qui s'imposent à l'ère actuelle au Congo, et c'est là avant toutes choses. Quant à la Suisse, pays hôte du dernier sommet de la francophonie, nous demandons 3 choses. Premièrement, que l'Office fédéral des étrangers nous communique chaque 6 mois, le chiffre exact des ressortissants congolais en terre helvétique. Point 2, nous sommes de l'avis que les autorités suisses en charge des transferts d'argent, puissent revoir les cas particuliers entre les Congo et la Banque Western Union. Point 3, en date du jeudi 30 juin 2011, nous organiserons une grande marche, une manifestation pacifique de tous les Congolais de la Suisse vers le siège du Haut Commissariat des réfugiés à Genève. J'ai ainsi dit et je vous remercie.